Vas-y, Louise. Alors déjà, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'article qui m'a été demandé d'étudier pendant mes 3 semaines de stage au sein du Pelvicentre. C'est un article qui va traiter de la stimulation par la pulsion magnétique pour les patients qui souffrent d'incontinence urinaire. Et on aura aussi un suivi 1 an après le traitement. Alors avant de commencer, quelques éléments de contexte sur l'incontinence urinaire à l'effort. Donc au niveau des définitions sur le site de Santé publique France, c'est défini comme une perte involontaire des urines par l'urètre suite à un effort, comme par exemple pousser quelque chose ou simplement se lever d'une chaise. Et au niveau des causes d'apparition d'incontinence urinaire, on en a plusieurs, notamment chez les femmes. Au niveau des grossesses, lorsqu'on a passage de plusieurs enfants, ça peut être un facteur d'apparition de fuite urinaire. Le vieillissement aussi, avec l'âge, les tissus perdent un petit peu en fait en élasticité, donc on peut avoir aussi l'apparition de fuite urinaire. Et pour tout ce qui est intervention chirurgicale, par exemple chez les hommes, lorsqu'on a une opération de la prostate par exemple, on peut avoir post-opération, avoir aussi une apparition de fuite. Et pour les traitements du coup qui sont proposés à ces patients, on en a deux qui sont possibles. On a le traitement chirurgical et on a le traitement non chirurgical. Alors après, du contexte, ils ont cherché à étudier les traitements non chirurgicaux parce qu'on a plusieurs études transversales qui ont été faites et il y a bon nombre de patients en fait qui sont plus intéressés pour l'alternative non chirurgicale. C'est pour ça qu'ils ont décidé, je vais vous expliquer par la suite, d'étudier le non chirurgical pour proposer en fait une alternative aux patients qui ne veulent pas forcément passer par une opération. Alors au niveau des objectifs, on en a plusieurs. Pour le premier, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir démontrer l'efficacité d'une prise en charge non chirurgicale avec un critère principal qui est la diminution de 5 points des scores des patients par rapport à un questionnaire. Et ce questionnaire, en fait, il permet déjà de détecter les patients qui souffrent d'incontinence urinaire et de mesurer leur sévérité, la fréquence et l'impact que ça va avoir en fait sur leur qualité de vie. Et l'objectif, c'est que quand ils vont rentrer dans le protocole, les patients vont faire ce score. Et à la fin du protocole, on espère avoir une diminution de 5 points. Et si on a bien une diminution de 5 points, on peut dire que le programme aura bien eu du coup une efficacité. Donc c'est pour le critère principal. Pour les critères secondaires, il y en a beaucoup. Du coup, je vais juste expliquer la mesure objective et subjective. Comme ça permet d'avoir une donnée qualitative et une donnée quantitative. Pour la mesure objective, alors l'objectif de la fin du protocole, c'est que les patientes puissent perdre moins d'1 gramme d'urine sur l'évaluation qui s'appelle le PAD test. Donc le PAD test, en fait, c'est un test, on va faire boire une certaine quantité d'eau à notre patient. Lorsque le patient aura envie d'aller aux toilettes, on va lui faire toutes sortes d'exercices, comme par exemple se lever, s'asseoir d'une chaise 10 fois, courir 1 minute sur place, tout ça pendant 1 heure, et on aura mis en fait une petite protection au début. Et à la fin, on va récupérer cette protection, on va mesurer la quantité d'urine qu'il y aura dans la serviette. Et s'il y a moins d'1 gramme du coup d'urine, on estime du coup qu'on aura une efficacité. Et pour la mesure subjective, là, c'est par rapport à la question numéro 3 qui fait partie du questionnaire du critère principal, c'est de pouvoir répondre jamais à la question à quelle fréquence avez-vous eu des fuites urinaires. Donc là aussi, si le programme est efficace, les patients sont censés nous répondre jamais. Et pour le deuxième objectif du coup de l'article, c'est de pouvoir démontrer que, ok, il y a une efficacité sur le programme, mais que même 1 an après, on a toujours en fait des effets qui sont bénéfiques pour les patients. Pour la population du coup ciblée, c'est une étude qui a été réalisée dans les hôpitaux en Malaisie. Donc ils ont sélectionné 120 femmes âgées minimum de 21 ans qui présentent donc des fuites à l'effort, donc en toussant, avec un score qui est égal ou supérieur à 6, parce que le questionnaire, en fait, l'échelle, ça va de 0 à 21, sachant que 0, on n'a pas du tout d'incontinence urinaire, et 21, c'est la sévérité, en fait, la plus grande. Donc là, le score minimum, c'était au moins 6, on va accepter dans l'étude. Et aussi, les patients ne devaient pas présenter de comorbidité et ni de contre-indication à l'utilisation de l'appareil pendant le protocole. Maintenant, pour la méthode qui a été utilisée, alors on a réparti en fait les 120 femmes en 2 groupes. Le groupe actif qui a réellement du coup eu le vrai traitement, et en parallèle, on aura le groupe contrôle. Alors les 2 groupes auront suivi le même nombre de séances, c'est-à-dire 2 séances par semaine, d'une durée d'au moins 20 minutes, avec le même appareil qui est le Pelvi-Center. Alors, l'appareil, en fait, c'est un siège de rééducation. Au niveau de la cime du fauteuil, vous avez une bobine magnétique qui passe. Et lorsqu'on va activer cette bobine, ça va activer, en fait, ça va vibrer. Et du coup, cette vibration, ça va stimuler, en fait, tout votre plancher pelvien. Et comme ça va stimuler la zone, ça va le contracter.
Et du coup, la fréquence, donc dans l'étude, ils ont expliqué qu'en fait, le cycle de répétition, c'était à peu près 50 Hz toutes les 8 secondes, avec 4 secondes de récupération. Donc pendant 8 secondes, ça vibre, 4 secondes, ça se repose, et ça recommence pendant à peu près 20 minutes. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour le groupe contrôle, on aura une inclinaison en fait, du fauteuil de 20 degrés vers le bas. Du coup, comme c'est un petit peu plus bas, on estime qu'en fait, la stimulation elle sera moins ciblée sur le plancher pelvien. Parce qu'ils avaient marqué en fait, que sur à peu près 8 semaines, le groupe actif, il recevait à peu près l'équivalent, je crois, de 508 kJ, tandis que le groupe contrôle, c'était que 136. Alors, ils ont ajouté aussi une deuxième variante, c'est qu'au bout de 2 mois, les patients qui le souhaitaient, elles pouvaient ajouter 16 séances supplémentaires au protocole. Du coup, chaque groupe en fait, a été divisé en deux. Pour le groupe actif, on a le code 2, c'est les personnes qui font juste le protocole de départ. Et le code 3, c'est les personnes qui ont décidé d'ajouter 16 séances supplémentaires. Et on a pareil de l'autre côté, le groupe contrôle, c'est le code 0. Et le code 1, c'est les personnes qui ont décidé d'ajouter 16 séances en plus. Avec donc le suivi, comme je vous l'ai expliqué, ils ont dit que c'était sur 1 an, mais là c'était sur 14 mois. Et l'étude, elle est en double aveugle parce que ni les patientes et ni les chercheurs ne savaient dans quel groupe ils étaient pour éviter les biais. Maintenant, à passer aux résultats. Donc là, c'est des résultats à 1 et 2 mois. Je vous ai souligné du coup les résultats par rapport aux critères que je vous ai expliqués du coup dans les objectifs. Donc le premier, c'est le questionnaire, donc c'est le critère principal. On voit que dans le groupe actif, on a 21% du groupe qui a eu une diminution de 5 points par rapport à leur score du questionnaire, tandis que pour le groupe contrôle, on n'a que 6%. Donc on voit déjà qu'à un mois, on a une différence significative. Et ensuite, pour les critères secondaires, donc l'objectif pur, donc le test avec le pack test là, avec le gramme d'urine, on voit qu'on a 21% des personnes qui ont une diminution de moins d'1 gramme, tandis que dans le groupe contrôle, on n'en a que 5. Et pour ce qui est de répondre à la question jamais, à quelle fréquence vous avez des fuites urinaires, on est à 14 pour le groupe actif et on est à 1 pour le groupe contrôle. Et à 2 mois, en fait, cette signification, elle ne change pas. On a toujours une baisse plus importante pour le groupe actif et toujours aussi une amélioration pour le groupe contrôle, mais qui est moins importante. Après, je vous ai aussi mis juste ici le petit graphique qui illustre mieux en fait la différence entre les deux groupes. Et on voit qu'il y a une différence entre le groupe actif qui a des résultats et une diminution du score beaucoup plus importante que le groupe contrôle à 1 et 2 mois. Alors, deuxième tableau de résultats, parce que je vous ai parlé qu'il y avait le groupe actif, le groupe contrôle, et qu'au sein de chaque groupe, on avait plusieurs codes. Donc, ils avaient mis un tableau avec tous les groupes représentés. Donc, je vous rappelle, le code 1, c'était donc le groupe contrôle sans séance du coup supplémentaire. Donc, on voit là, on est à 14 mois par contre. Pour le premier critère de diminution de 5 points, on a 4% de ce groupe qui a donc eu une diminution de son score. Pour le code 1, donc je vous rappelle, c'est le groupe contrôle avec 16 séances en plus. On est à 28% de diminution de 5 points. Pour le groupe actif sans séance supplémentaire, on est à 26. Et pour le groupe actif avec séance supplémentaire, on est à 18%. Donc là, on peut donc dire que le groupe qui a eu du coup une diminution la plus importante, c'est le groupe actif avec... oui, c'est ça. Non, le code 1, pardon. Code 3, c'est 75. Oui, pardon. 75% sont améliorés, mais tu n'as que 10%. Non, parce que là, tu disais 18%, mais en fait, c'est pas 18%, c'est 75%, c'est 18 personnes des 24, du groupe de 24, mais ça équivaut à 75% de la population. Et du coup, l'autre tableau, c'est la c'est la moyenne de diminution en fait des points par groupe. Donc le code 0, on a à moins 1,346. Le code 1, on a à moins 5,63. Le code 2, 7,13. Et du coup, le code 3, on est à 6,80. Alors, pour les éléments de discussion, on peut donc constater qu'on a une amélioration, que ce soit pour le groupe actif, comme vous voulez dire, que ce soit le groupe actif ou le groupe contrôle. Dans tous les cas, il y a tout le monde qui a diminué son score, donc il y a tout le monde qui a eu une diminution des symptômes. Et du coup, je vous l'ai marqué, diminution de 5 points déterminée par questionnaire. Mais on a quand même un ressenti plus important pour les patientes qui ont choisi 16 séances supplémentaires, parce que c'est un élément qui n'a pas été mis dans l'article en niveau rédigé, mais ils ont comparé tous les codes entre eux, mais ils n'ont pas comparé le groupe actif qui n'a pas eu de séance supplémentaire et le groupe contrôle qui a eu 16 séances en plus, parce que les valeurs, en fait, elles étaient pas très très loin l'une de l'autre. Donc c'est un biais qu'ils n'ont pas mis en évidence en fait dans la rédaction des résultats. Et aussi, ça a été mis en évidence, c'est que les études qui ont été faites aux États-Unis,
qui s'appelle la revue Cochrane. Et en fait, ils expliquent que Cochrane, pardon. Et du coup, l'efficacité, elle est moins importante d'un point de vue. Enfin, l'efficacité, elle est moins importante pour les prises en charge du coup non chirurgicales, car ils estimaient que lorsqu'on a de la continence urinaire, on veut se faire opérer, on a à peu près 85% de chances en fait d'avoir une diminution de ces fuites urinaires, alors qu'une prise en charge non chirurgicale, on est plus à 65%. Mais le risque de se faire opérer, c'est qu'on peut développer des effets secondaires. Aux États-Unis, ils ont marqué qu'il y avait beaucoup de patientes qui pouvaient développer du diabète ou de l'hypertension. Et l'avantage d'une technique non chirurgicale, déjà, c'est moins invasif, on n'a pas besoin de se faire opérer. Et en plus, on a des effets secondaires qui sont moins considérables. Hormis dans l'étude, ils ont décrit qu'au début, les patientes pouvaient avoir des problèmes d'incontinence, des troubles au niveau des fessiers, mais c'était le début en fait du protocole. Donc après, ça a disparu. Donc c'est important de pouvoir expliquer ça aux patients pour qu'ils puissent mesurer en fait la balance bénéfice-risque. Et pour conclure, on peut donc voir que les résultats ils sont encourageants pour tous les patients en fait qui souhaitent une prise en charge au niveau de leur incontinence urinaire, qu'il y a des améliorations qui sont observables sur l'ensemble des groupes et que l'alternative non chirurgicale, elle est possible pour les patients. Donc on peut leur expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de vous faire opérer, on leur explique du coup les bénéfices et les risques. On a la prise en charge non chirurgicale, bénéfice-risque, comme ça le patient, il est clair dans sa tête et il peut se dire, ok, qu'est-ce que je choisis? Après, ce qui serait intéressant pour une prochaine étude aussi, c'est dans la prise en charge non chirurgicale, de pouvoir mesurer. On sait qu'il y a le fauteuil Pelvis Center qui existe. On a aussi la méthode de stimulation électromagnétique et le biofeedback. C'est quoi le mieux au final qu'on pourrait proposer aux patients en travail actif? J'ai terminé. Merci beaucoup.